Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de la thérapie d'exposition en réalité virtuelle. C'est donc un outil qui vient s'insérer dans les thérapies cognitives et comportementales. Et aujourd'hui, j'interviens dans ce cadre en tant que spécialiste en pratique de la thérapie cognitive et comportementale et comment la réalité virtuelle donne du sens à ces thérapies, vient compléter le dispositif et comment elles s'insèrent, comment elles sont liées aux thérapies cognitives et comportementales. Donc je suis psychologue clinicien, je travaille avec des adultes dans un service médico-psychologique de psychiatrie. Je suis plutôt spécialisé dans les troubles anxieux. Il faut savoir que les troubles anxieux ont été la majeure indication des thérapies cognitives et comportementales et la majeure orientation pour la thérapie virtuelle, enfin la réalité virtuelle de type thérapeutique. Il y a d'autres applications, bien sûr, en TCC et en réalité virtuelle. Une rapide définition de la TCC, c'est une thérapie brève qui va de quelques mois à quelques années, on va dire entre 3 mois et 3 ans, pour faire simple. Elle est validée scientifiquement, c'est-à-dire que tous les protocoles qu'on utilise, que j'utilise, je vais parler de ma pratique aujourd'hui parce que pour donner vraiment une opinion, un avis de terrain. Donc ce que je dis est très proche de ce qui est normalement pratiqué. Mais voilà, donc elles sont validées scientifiquement, c'est-à-dire que les outils que j'utilise ont été étudiés, mesurés de manière scientifique, notamment en termes d'effets. Elle s'intéresse aux pensées, aux émotions et aux comportements. Elle se concentre sur l'ici et le maintenant. Et on va vraiment avoir une approche symptomatique, c'est-à-dire de supprimer la douleur et le handicap associé le plus directement possible. Il y a un accent qui est mis sur la prise de conscience entre les pensées et les émotions afin de modifier le ressenti émotionnel, donc c'est la douleur, c'est ce pourquoi les gens consultent. On travaille sur les pensées dans la thérapie cognitive, on peut, de façon, en vulgarisant le mot cognitive, l'associer à penser. Au niveau de la thérapie comportementale, on va se centrer sur la possibilité d'acquérir de nouvelles habilités, des habitudes. Les techniques vont être l'exposition. C'est un terme qu'il faut mettre en avant aujourd'hui puisque l'exposition, qui fait partie des techniques de TCC, on peut le faire de différentes manières. Il y a différents
sous-catégories à l'exposition, la thérapie virtuelle, la réalité virtuelle, en est une. Il y a des principes de déconditionnement, d'habituation, de désensibilisation, c'est-à-dire d'agir directement sur les émotions, mais pas uniquement. Mais aujourd'hui, je vais me centrer sur les émotions, puisque dans le cadre des troubles anxieux, on va vouloir retirer la sensation d'angoisse, de peur, de stress, d'anxiété. Il y a des techniques et des stratégies qui sont précises. On ne peut pas résumer ça au fait de dire « tu as peur de l'eau, bah viens, on va se baigner, et puis en une après-midi, tu vas savoir nager. Enfin, tu vas pouvoir aller dans l'eau. On va y aller tout doucement, progressivement. » C'est pas faux de dire ça, mais c'est très réducteur et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je vais pas les détailler aujourd'hui, à part si dans les questions ou le débat ça intervient. J'essaie d'être assez rapide. Donc l'exposition, elle est in vivo, c'est-à-dire soit dans la réalité. Donc on va effectivement, quelqu'un qui a une aquaphobie, donc la peur de l'eau, on va l'amener dans une piscine, où déjà on va lui demander d'approcher la piscine. Mais en amont, on va faire une thérapie cognitive. Alors ça, il n'y a pas tous les thérapeutes et les chercheurs qui sont d'accord sur le fait que en amont, où il faut faire ça avant, c'est-à-dire la thérapie cognitive avant la thérapie comportementale d'exposition, ou la thérapie d'exposition avant la modification des pensées, des schémas de croyance. Voilà, bon. Moi, c'est ma façon de travailler, c'est-à-dire que je prépare la personne psychologiquement en faisant la thérapie cognitive. Et après, on va aller dans l'exposition de différentes manières. Si c'est une exposition en réalité, on va y aller progressivement. Ça peut être en imagination, c'est-à-dire qu'en imagination, la personne, elle n'est pas dans la situation réelle, elle va imaginer s'approcher de la piscine, par exemple, pour après le faire en vrai. Le flooding, c'est une méthode qui est une méthode mentale, imaginaire également, mais on va demander à la personne d'imaginer les pires scénarios pour saturer le thème anxieux dans la tête. Donc si elle a peur de se noyer, on va demander à la personne de s'imaginer en train de se noyer. Voilà, donc c'est une méthode un petit peu radicale, par l'imagination du pire, pas par l'imagination de ce qui se passerait bien, mais dans l'imagination du pire. Le but étant de déclencher des réponses émotionnelles très fortes et de saturer en fait le cerveau, voilà, pour avoir après une réponse nulle ou quasi nulle. L'échange langagier, le simple fait de parler de la situation qui fait peur est une exposition en soi. Et le virtuel, on est là ici ensemble pour ça aujourd'hui. Voilà, donc le virtuel, il se situe où? On ne va pas rentrer dans un débat philosophique, bien que je pense que ça en intéresserait certains. Mais qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que l'imaginaire? Qu'est-ce que le virtuel? Pour moi, le virtuel est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur de notre cerveau, la machine, hein, mais il représente une réalité qui n'est pas là au sens strict. Voilà, donc c'est entre les deux, et c'est en ça que c'est très intéressant pour le thérapeute cognitivo-comportemental. Efficacité de la TCC, un petit point scientifique. La Haute Autorité de Santé recommande
la thérapie cognitive et comportementale pour les troubles anxieux graves. Les méta-analyses montrent qu'il y a une efficacité très haute et que c'est une thérapie de premier choix pour les auteurs. Dans le cas des troubles anxieux, puisqu'aujourd'hui je vais me concentrer là-dessus. Maintenant, on va parler un peu de l'exposition. Je rappelle que l'exposition, c'est une des techniques des TCC. Dans l'exposition, il y a la réalité virtuelle, mais pas que. Donc, est-ce que l'exposition est efficace ? Avant de parler de la réalité virtuelle, on va parler, est-ce que toutes les techniques d'exposition sont efficaces ? Alors, visiblement oui. Ça augmente l'efficacité des autres techniques comportementales, parce qu'il y en a d'autres, et de l'efficacité de la thérapie cognitive. Donc c'est un outil qu'il faut avoir si on veut augmenter les chances de guérison du patient. Pour ce qui est du trouble obsessionnel compulsif, du stress post-traumatique et du trouble panique, là aussi on va retrouver une efficacité, bien que on ne montre pas plus d'efficacité que la thérapie cognitive seule, pour ces troubles anxieux-là. On nous dit que pour la phobie sociale, la thérapie cognitive est meilleure que la thérapie par exposition. Donc, voilà, c'est une analyse scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris. On est dans est-ce que ça marche ? Si oui, comment ? Si ça ne marche pas, il faut le dire. Si on fait un résumé, on peut dire qu'il y a quand même une efficacité, même si parfois ça l'est pas forcément plus que d'autres, c'est quand même, ça reste efficace. Les différentes techniques, alors j'en ai parlé, il y a l'imagination, le virtuel, le situationnel, interoceptive, c'est-à-dire qu'il y a des sensations. Les gens, des fois, ont peur de sensations, notamment dans le trouble panique, de leurs propres sensations. On peut générer des sensations interoceptives. Exposition avec prévention de la réponse, c'est dans le trouble obsessionnel compulsif. Donc le flooding, j'en ai parlé. Alors, immersion, on peut faire du flooding aussi en réel. En gros, quelqu'un qui a peur de l'eau, on va le plonger dans l'eau. Bon. Tout ça, bien sûr, j'ai pas le temps de voir les détails, mais ça, c'est pas aussi violent que ce qu'on croit, même si c'est un degré d'exposition et de soumission à ses propres émotions qui est assez violent. Moi, je ne les utilise pas. Mais elles sont efficaces, donc voilà. Il y a des règles. La durée, il faut une certaine durée. Il faut un aspect progressif. Il faut une répétition. Et qu'elle soit complète, l'exposition, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrive à faire diminuer le ressenti de départ au moins de moitié. J'ai mis un lien vers un site qui est vraiment bien fait si cela vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la thérapie cognitive et comportementale. Alors la réalité, au niveau de notre cerveau, va créer dans des contextes qui vont amener des émotions anxieuses, des réactions émotionnelles donc pathologiques, c'est-à-dire de la souffrance non utile, une peur qui ne devrait pas être là. Ça se situe au niveau du lobe frontal, puisque ça passe par le mental. Ce qu'on appelle la voie longue, c'est-à-dire que ça passe par le fait de l'interpréter, cette réalité,
d'imaginer des scénarios catastrophes à propos de cette réalité. Donc l'aquaphobe avant d'aller dans la piscine, il imagine qu'il va soigner. Voilà, c'est ça qui fait la peur. Il y a une autre partie qu'on appelle la voie courte, qui est dans les noyaux centraux, donc qui est plus au cœur du cerveau, qui génère des réactions plus archaïques, plus par conditionnement, donc qui ne passe pas par le mental et qu'on va traiter, qu'on va pas traiter vraiment par la thérapie cognitive, mais plus par la thérapie comportementale et notamment l'exposition. Le cerveau, donc notre mental, la partie mentale du cerveau, ne fait pas vraiment la différence, j'ai mis entre guillemets, entre la réalité environnante et notre imaginaire. Au niveau des réactions émotionnelles, on peut déclencher une émotion quasiment la même en demandant à la personne d'imaginer d'être dans une piscine ou à proximité de la piscine si elle est aquaphobe, à peu près la même que si elle était vraiment dans la piscine. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi le cerveau il a cette capacité on peut le pirater en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut lui faire croire des choses, mais en tout cas ça marche comme ça. Donc utiliser l'imaginaire, c'est un moyen intermédiaire, c'est une étape avant la réalité. Donc c'est très intéressant de pouvoir utiliser l'imaginaire. C'est donc essentiel. On peut utiliser directement l'exposition en réalité, mais il faut des patients un peu moins malades, on va dire. Donc pourquoi le virtuel et la thérapie virtuelle ou les lunettes de réalité virtuelle sont intéressantes? Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'imaginer un contexte. L'image a du mal à venir, ils ont du mal à se concentrer, il peut y avoir plusieurs parasites. Donc je pense qu'il serait intéressant à ce moment-là d'avoir un outil de réalité virtuelle pour pouvoir faire un petit peu comme une thérapie d'exposition en imaginaire, mais de façon plus optimale. Et de passer par-dessus les barrières du patient. Pour ceux qui n'auraient pas de problème avec l'imaginaire, on pourrait quand même garder l'imaginaire et on pourrait faire le virtuel avant de passer en réel, c'est-à-dire qu'on aurait une étape supplémentaire, une progressivité supérieure, ce qui pour certains patients, encore une fois, aurait un avantage certain. Car parfois, entre deux marches d'escalier, l'écart est trop haut et ça crée des blocages ou des longueurs dans la thérapie, et je crois que d'avoir cet outil sera intéressant. Un petit historique de l'utilisation de la thérapie en réalité virtuelle. Donc je ne parle pas de la réalité virtuelle en tant que telle, mais de la thérapie en réalité virtuelle et du rapport avec les TCC. Il y aurait donc une première idée dans les années 60, après une utilisation pour peut-être aider ou soigner les peurs ou les traumas dans des cadres tels que j'ai noté en 1980. Et puis en 1992, là on commence à aller vers vraiment la psychothérapie. Donc pour des patients de tout ordre. Et notamment la peur de l'avion. Avec bien sûr le cadre des TCC. Le cadre théorique et pratique, c'est les TCC. C'est ça qui est premier dans la thérapie d'exposition en réalité virtuelle. Donc, il y a une question qui est importante, ou une notion, c'est la sensation de présence. On dit que c'est une thérapie par la sensation de présence. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être présent. Et que plus ce sentiment de présence existe dans
le cadre de la thérapie en réalité virtuelle, plus ça augmente l'efficacité thérapeutique. Donc il nous faut des logiciels, du matériel, donc matériel, hardware et software. Il nous faut des outils de qualité pour avoir ce sentiment de présence. Voilà. Parce que s'il n'y a pas ce sentiment de présence, ça ne marche pas, ou ça marche moins. Alors, j'ai un ami qui pratique, qui est formé en thérapie cognitive et comportementale, qui est psychologue et qui pratique, qui a les outils, qui a des bons outils, hein, voilà, et qui m'a expliqué ce phénomène. Il m'a fait une critique, hein, une critique au sens analyse critique, c'est-à-dire les bons et les mauvais points. Il l'utilise, hein. Il en voit les limites, il connaît vraiment l'outil de terrain. Il l'utilise depuis quelque temps, il continue de l'utiliser. Voilà, donc c'est lui qui m'a évoqué cette question c'est quelqu'un qui lit beaucoup aussi de littérature scientifique, donc qui s'est basé déjà sur des écrits avant de le voir dans sa pratique. Alors moi, je voulais parler d'un phénomène de mode, parce qu'effectivement, si vous tapez méta-analyse de la thérapie d'exposition pour l'anxiété, donc vous avez vu, je n'ai pas mis la notion de réalité virtuelle. Et pourtant, la thématique générale s'associe très vite à la spécificité de la réalité virtuelle. Parce qu'on a 9 résultats sur 12 qui concernent ça. Les résultats remontent sur Google, donc c'est-à-dire ce sont les plus actifs du moment. À l'Université du Québec, depuis 99 sur 88 recherches sur la thérapie d'exposition, on a 68 qui concernent la réalité virtuelle. Donc il y a un phénomène, espèce d'engouement pour ce truc-là. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que il y a quelque chose d'un phénomène de société autour de ça. Et voilà. Après, il faut être vigilant au phénomène de mode, parce qu'il y a un emballement, comme j'ai pu mettre dans les articles de grand public. On a beaucoup d'articles dans la presse générale, notamment, hein, ça va bouleverser la société. En termes thérapeutiques, je pense que le mot est largement exagéré. Faut remettre un peu les pieds sur terre. La psychiatrie, les sciences humaines, la science du cerveau, la thérapie du cerveau, la maladie mentale. Parler de bouleversement, je sais pas. Moi, je serais quand même plus mesuré là-dessus. C'est intéressant, mais c'est une évolution et supplémentaire. Je ne pense pas que ce soit une révolution non plus. Alors, moi, j'ai une légère expérience personnelle. Quand j'étais à Montpellier, j'ai eu accès à... Alors, j'ai mis cette photo, la dame a un volant et il y a un écran. Elle a des lunettes de réalité virtuelle. Moi, j'avais une personne qui était incluse dans une voiture réelle, qui était reliée à des écrans, et avec des commandes, tout ça informatisé. Donc elle avait l'impression d'être dans une vraie voiture, mais qui ne roulait pas pour de vrai. Hein. Tout était virtuel après, avec les écrans. Il n'y avait pas les lunettes, hein. C'était déporté. C'est-à-dire les écrans étaient en dehors de la voiture, mais ils étaient dans un angle à peu près à 180 degrés, donc elle avait l'impression d'y être. Donc c'est pas tout à fait comme sur la photo, hein. C'est une photo que j'ai récupérée sur Internet. C'est la même chose à peu près, mais à la place d'avoir les lunettes virtuelles, on va imaginer des grands écrans qui donnent à peu près la même impression, même si on est encore loin des lunettes de réalité virtuelle. Voilà. C'était vous faire part d'une expérience, la seule que j'ai vraiment pour approcher ce cadre-là, pour une personne qui avait une phobie de la voiture, de la conduite. Je crois que c'est, je sais plus le terme, je l'ai noté je crois après, pour parler de la phobie de la conduite, qui était super, hein. Je peux pas dire mieux, puisque
Sur la conduite, c'est un petit peu délicat quand même de faire conduire quelqu'un, parce que je pense pas être quelqu'un d'anxieux sur la question de la conduite, mais peut-être, hein, je ne sais pas. Mais je reconnais que enfin, il y a quand même des morts sur la route régulièrement, des accidents, du handicap, des choses qui peuvent être assez graves sur la route. Donc le danger, il est pas zéro. Enfin, il n'y a pas de danger zéro nulle part, mais le danger sur cette question-là, la peur est un poil plus rationnelle que dans d'autres circonstances, à mon avis. Donc, quand on fait exposer une personne et qu'on va l'amener sur une autoroute, une route, un centre-ville, ou bon, je pense que d'avoir une étape virtuelle, c'est bien pour tout le monde. Voilà. Je pense que ça met en sécurité. Voilà. En tout cas, moi, je le vivrais comme un moyen de doser un peu plus l'exposition. Voilà, entre l'imaginaire et le réel. Moi, ça m'a aidé. Hein. Je l'ai fait une seule fois avec ça. Ça m'a vraiment aidé. Et puis on a fait progresser la patiente, bien sûr, puisque après on a pu passer sur une voiture réelle. J'ai un autre exemple, mais qui est encore moins, en termes de qualité de réalité virtuelle et de sensation de présence, qui est encore moins bon. C'est sur Google Maps, avec un simple écran d'ordinateur et Internet. Le fait d'avoir une vue un petit peu en 3D, pour faire avancer le patient comme s'il était sur la route. Voilà. Ou encore des patients qui filmaient avec une caméra le trajet et qui le regardaient chez eux. C'est les prémices de ce qu'on vous propose ce soir avec les lunettes. Hein. C'est vraiment... peut-être que certains diront que c'est pas comparable. Moi, je pense que ça l'est un petit peu. Voilà, c'est mes expériences à moi, une approche très modeste, très modérée de la réalité virtuelle. Et ça marche. Enfin, c'est à un certain niveau. Hein, quand je dis que c'est utile, c'est pour moi que c'est évident l'utilité. Là, on a une étude qui nous montre que l'exposition en réalité virtuelle est meilleure que l'exposition en réel pour les phobies spécifiques. C'est encourageant, bien évidemment. Là, on montre sur l'ensemble des troubles anxieux des effets importants. Après, ils veulent pousser un peu plus loin pour savoir si ça va au-delà d'un effet sur l'anxiété. Là, on a une étude qui nous montre que c'est équivalent par rapport à l'exposition en réel. Donc, en gros, on n'a pas mieux d'un côté du réel que du côté de la réalité virtuelle. Après, c'est à discuter, ce sont des études scientifiques, hein, mais si c'est pas mieux, on peut dire que c'est aussi bien. Et quand on n'a pas les moyens d'aller dans le réel avec son patient, voilà, on a quelque chose qui vient combler des failles. Là, on a chez les enfants, je trouvais ça intéressant d'en mettre une sur les enfants. On a une étude qui promet des résultats intéressants sur les phobies spécifiques. Il y a un côté attractif, voilà, je pense que c'est pas que pour les enfants. Je pense que les adultes, parfois, sont de grands enfants, donc peut-être qu'on va encourager les gens à venir se soigner, je ne sais pas, ça peut être côté ludique. Alors, il y a Malboss en France qui est un personnage associé à ça, parce que j'ai retrouvé son nom régulièrement, et puis les thérapeutes que je connais m'a tout de suite parlé de lui. Donc avec ses collègues, ils ont fait
une recherche sur les phobies, enfin les phobies, troubles anxieux et autres, hein, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire une revue de la littérature sur les effets sur les troubles psychiatriques. Donc voilà, peur de l'avion, peur du vertige, peur des araignées, phobie sociale. On a là, tout ce que je vous présente montre des effets positifs, hein, des effets thérapeutiques prouvés scientifiquement. Donc ça concerne, la phobie sociale concerne plusieurs aspects. On peut mettre les gens dans des situations de performance, d'intimité, d'être vraiment avec beaucoup de gens qui vous regardent, ou le fait de s'affirmer, d'avoir une relation, un comportement interpersonnel. La peur d'être enfermé, la peur sur la conduite automobile, l'agoraphobie avec ou sans trouble panique. On serait à peu près équivalent par rapport au TCC classique. Il y a eu des essais également sur les troubles obsessionnels compulsifs, sur le rangement. La personnalisation apparemment est compliquée puisqu'il faudrait générer des univers spécifiques aux patients dans les TOC. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on m'envoie beaucoup de personnes avec des troubles obsessionnels compulsifs. Et il faut vraiment redoubler d'imagination, d'analyse précise, puisque c'est au cas par cas. Moi, il est vrai qu'aujourd'hui, sur ma pratique des troubles obsessionnels compulsifs, je pars plus sur autre chose que la TCC classique. Je travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi, qui est un travail beaucoup plus long, beaucoup plus au cœur de la psyché des patients, mais qui, selon moi, sont à long terme bien plus efficaces que la TCC classique. Après, il y a encore des patients où je fais des protocoles très classiques de TCC, où peut-être on pourrait imaginer mettre de la réalité virtuelle. Il y aurait des études aussi qui montreraient des effets sur les stress post-traumatiques, sur les TCA, les troubles de conduite alimentaire, les addictions, la schizophrénie. Schizophrénie ou, comme souvent, utiliser les techniques de cognitivo-comportementales auprès des patients schizophrènes lève toujours un petit peu d'angoisse de la part des chercheurs et des soignants, sauf que les chercheurs nous montrent qu'en fait, quand c'est bien fait, quand c'est adapté, ça se passe très bien, voire c'est très favorable. On va utiliser la remédiation cognitive, alors c'est une technique dans laquelle on peut utiliser la réalité virtuelle. Au sein d'une thérapie cognitive et comportementale, on va retrouver cet outil qui va être efficace à court terme, à la fois sur l'anxiété et sur les idées paranoïdes. Donc, tout ça est très très intéressant, très encourageant. On peut également utiliser la réalité virtuelle pour la relaxation et la méditation. Il y a des effets aussi là-dessus, puisque c'est une autre façon. Ah, on n'est plus dans une technique d'exposition ici, hein, ça n'est plus rangé là-dedans, c'est une technique de gestion de ces émotions, je dirais, plus directe, qui est très intéressant dans le cas des troubles anxieux. On peut également associer à ces lunettes de réalité virtuelle des capteurs biométriques. Alors on va vous brancher des capteurs un peu partout pour suivre vraiment de façon objective la baisse de vos ressentis d'angoisse ou d'anxiété, de stress qu'on peut mesurer physiologiquement.
Je pense qu'il y a une ouverture de certains, alors peut-être que c'est le seul, mais j'ai trouvé intéressant de l'amener aujourd'hui, euh, qui est une personne, qui est un thérapeute, qui se dit psychanalyste, qui lui, son idée c'est de faire du transdisciplinaire, c'est-à-dire d'amener la thérapie cognitive et comportementale avec la réalité virtuelle chez des praticiens qui pratiquent la psychanalyse. Faire des ponts entre tout ça, c'était son idée. Et il a écrit un livre sur les troubles anxieux et la réalité virtuelle. Donc moi j'ai vu un reportage où voilà, il utilise ça dans son cabinet et il en est apparemment satisfait, et les patients aussi. Au niveau de la formation, il y a l'Institut de formation de thérapie cognitive et comportementale au Québec qui propose une formation. Voilà, sur les techniques de réalité virtuelle pour les troubles anxieux et le jeu pathologique. Bon. C'est accrédité par l'Ordre des psychologues du Québec, donc c'est une formation qui est, je pense, très solide et de qualité. Je ne sais pas si on a ça en France, mais le Québec, pour moi, est une référence. Enfin, les États-Unis aussi, hein, mais l'avantage du Québec, c'est la francophonie pour aller piocher là-bas un peu un futur, finalement, une qualité, je pense, supérieure sur l'approche en psychiatrie. Alors, après ces bonnes nouvelles, il est temps de faire une critique. Enfin, c'est des critiques qui émanent de mon propre cerveau. Ça vaut ce que ça vaut, hein, puisque je suis pas un praticien de ces thérapies, j'ai pas les outils, donc peut-être que mon analyse critique sera pas la même ou serait pas la même si j'avais à utiliser tout ça. Donc on va partir déjà sur le fait que les résultats scientifiques sont significatifs, et ça je pense que c'est hyper important de le noter. Ce sont des outils supplémentaires. Voilà, là-dessus je vais pas revenir là-dessus puisque j'en suis totalement convaincu. Après, là où je serais moins emballé, du moins, enfin pas moins emballé, mais de pointer des limites, selon moi ça serait euh, dans certains cas que ça serait utile. Pourquoi seulement dans certains cas? Parce que ce que j'ai compris aujourd'hui des troubles anxieux me fait dire qu'une approche symptomatique, puisqu'on reste dans la TCC classique avec cet outil, hein, je répète, mais euh, fonctionne chez certains patients, c'est-à-dire qu'on fait la thérapie, ils sont guéris, tout va bien pour eux sur cet aspect-là, et on les revoit plus. Voilà, puisque c'était quelque chose de circonscrit, c'était quelque chose d'encapsulé comme trouble, et il n'y a pas de problème, si vous voulez, un petit peu comme un cancer, hein, quand il est encapsulé, je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais pronostics sont très bons. Là, c'est un petit peu pareil. Quand ça a mangé un peu en dehors de la capsule, pour moi, ça ne suffit pas. Voilà. Alors, on me dit souvent qu'on m'envoie les cas les plus difficiles de mon secteur, donc j'ai un œil peut-être biaisé sur ça en recevant des cas très compliqués avec des troubles de la personnalité par-dessus, ce qui fait que les outils TCC classiques peinent un petit peu. Voilà. J'ai encore des patients, hein, j'en aurai tout le temps, hein, des patients avec qui ces techniques marchent très bien, et voilà. Mais ça représente une portion, la TCC classique, je pense, utile dans les patients que je vois, et à l'intérieur des patients que je vois, je pense qu'il y a encore une portion plus petite de gens qui bénéficieraient de la réalité virtuelle. Voilà. Donc ça ne va pas concerner énormément de patients dans ma pratique. Hein, là, je parle bien de ce que je... C'est très personnel. Hein. Après, critique un peu plus large du matérialisme des outils informatiques.
en lutte un petit peu contre les capacités internes et plus biologiques de notre cerveau. Puisque lorsqu'on a un problème avec un patient qui a un problème avec son imaginaire, est-ce qu'on doit tout de suite lui apporter une réponse matérielle informatique externe, ou est-ce qu'on doit être un peu plus large dans son analyse et essayer de chercher pourquoi il a un problème avec l'imaginaire, et à ce moment-là de partir sur d'autres chemins pour pouvoir l'aider à utiliser son imaginaire un peu mieux. Et voilà, et puis ceux qui ont un imaginaire qui fonctionne bien, est-ce que voilà, il n'y a pas un risque à vouloir utiliser un peu trop la machine voilà, peut-être que c'est des peurs complètement injustifiées et que je vais me révéler ce soir peut-être un temps anxieux, mais voilà, selon moi, j'aimerais pas qu'on abuse d'un outil, puisque j'ai l'impression qu'on abuse de la technologie, tous un peu trop, hein, et je pense qu'il y a des effets pervers quand il y a un abus. Je suis pas technophobe, j'aime la technologie, mais j'aime la mesurer, la circonscrire. Voilà. Donc, à voir. Ça, c'est une critique un peu plus générale. J'ai mis cette photo, en fait, parce que je trouve qu'il y a un encombrement de la relation interpersonnelle. Selon comment je regarde cette photo, selon mon état d'esprit et le prisme par lequel j'essaie d'observer ça, bah, il y a un prisme, selon mon angle d'observation, où ça me fait peur, en fait, parce que je vois des câbles, des écrans, des claviers, des souris, des objets, un enfermement. Alors, c'est exagéré cette critique, parce que bien sûr, on peut très bien faire avant et après une relation beaucoup plus en proximité avec son patient, comme on fait en TCC. Voilà. Mais voilà, je sais pas, je vous le dis tel que je le ressens, tel que je le pense. Ça me dérange un petit peu. J'ai l'impression qu'on se coupe du relationnel humain, alors que pour moi, je le répète, euh, pour moi, 75% des gens qui ont des troubles anxieux, ça vient d'un problème interpersonnel dans leur première relation avec les parents, qu'ils ont développé plus tard un rapport avec eux-mêmes et avec les autres, qui est pathologique. Et je trouve que là, je ne sais pas si on ne fait pas, euh, comment dire, un effet un peu contradictoire, une sorte de contre-effet ou de contre-productivité au niveau thérapeutique. Mais soit je me trompe totalement, soit ce que je dis est valable simplement pour certaines personnes. Mais voilà, je voulais faire part avec vous de ma critique de praticien. Voilà, moi je vais plus travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la gestion des émotions, thérapie interpersonnelle, thérapie des schémas. Donc quelque chose qui sont des dimensions psychologiques plus profondes selon moi qu'une approche symptomatique. Mais je ne fais pas ça pour tous les patients. Conclusion. Euh, C'est un outil à ajouter au dispositif du thérapeute cognitivo-comportemental, de manière générale, ça je le pense. Je pense qu'il faut faire attention aussi à la formation, qui n'est pas spécifique, parce que je ne sais pas s'il y en a en France sur la réalité virtuelle, mais qui est au moins spécifique à la TCC. Parce que donner à un thérapeute cet outil comme ça, bon, moi je serais contre. Mais bon, je n'ai pas de position de décideur, mais si je l'étais, je serais contre. C'est une thérapie symptomatique, donc ça peut être une voie d'entrée supplémentaire pour les patients, puisque du coup, voilà, le symptôme est une voie d'entrée. Après, on peut partir sur d'autres thérapies plus larges, hein, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je suis critique sur le côté un peu trop superficiel de cette approche, mais la superficialité n'empêche pas le travail en profondeur et parfois est même nécessaire.
Parfois, il y a besoin d'attaquer le symptôme vraiment sur des choses très superficielles pour après. Voilà, donc ça peut être une voie d'entrée intéressante. Donc ça vient combler pour moi une faille dans la TCC. Je pense que des fois il y a une faille et que ça pourrait le combler. Voilà, après est-ce que c'est intéressant de l'avoir dans là où je travaille personnellement, moi j'aurais des besoins de formation autres, notamment sur la thérapie des schémas ou le MDR par exemple. Je pense que ça me serait plus utile que ça, dans un ordre hiérarchique, si vous voulez. Mais si on avait accès à tout, euh, une fois que j'aurai mes priorités, bien sûr que je m'intéresserai à cet outil virtuel. Du moins, je le pense. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert aux questions. N'hésitez pas s'il y en a. Merci.